Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission Ma famille, ma vie. Et comme à chaque fois, nous commençons par le débat. Et aujourd'hui, nous allons parler de crise dans le couple. Et oui, apparemment, les conflits conjugaux sont très fréquents dans le couple. D'après une dernière étude britannique, les couples se disputeraient 312 fois par an. C'est quand même énorme. Nous allons décortiquer tout ça avec notre invité qui est Dr Amel Lahrach, hypnothérapeute, qui a accepté notre invitation. Conseil pratique, cette semaine nous allons parler de nutrition. Et oui, c'est Yenayer, et en mon nom et en nom de toute l'équipe et de toute la chaîne, nous vous souhaitons Esgues, Amgues, et qui dit fête, dit repas copieux. Donc nous recevrons une nutritionniste pour nous apprendre à manger plus léger après un repas copieux de fête. Et bien sûr, qui dit fête et dit repas, dit bien sûr sport pour essayer de brûler tout ça. Et avec Leïla Djubour, l'info de la semaine, elle nous conseillera des sports selon la personnalité de chacun. Alors, les conflits conjugaux sont inévitables. Qu'il s'agisse de discorde légère ou encore d'une dispute animée, les conflits conjugaux font partie intégrante de la vie de couple. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce sujet, sur ce phénomène avec vous, Dr Amel Lahrach. Vous êtes hypnothérapeute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monia, merci. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Une bonne année à tous les téléspectateurs aussi et un joyeux Inayer. Merci, merci. Alors, c'est Gassam Gass à vous aussi. Oui. Alors, les conflits conjugaux. Qu'est-ce qu'un conflit conjugal? Alors, un conflit conjugal, en fait, c'est, si vous voulez, c'est un désaccord sur un sujet, un désaccord ou une mésentente sur un sujet ou un objet, en fait. Le conflit ne concerne pas que les couples. Le conflit concerne toute relation. Hein. Ça peut être la relation familiale, amicale ou le couple. Alors, ce qu'il faut distinguer dans le conflit, contrairement à la violence, c'est que le conflit, ce désaccord va exister entre deux personnes qui seront sur un plan d'égalité. C'est-à-dire les deux peuvent échanger, communiquer par rapport à ce point de désaccord. Il faut différencier le conflit de la violence conjugale, parce que dans la violence conjugale, il y a un déséquilibre, il y a un rapport de dominant et de dominé, qui fait toute la différence entre violence et conflit conjugal. Très bien. Donc avant de continuer notre débat, nous allons suivre un reportage de notre collègue Farida Ben Mslem, notre journaliste Farida Ben Mslem, et on revient tout de suite après. Sur le plan sanitaire, ça ne fait aucun doute. La crise actuelle est source de stress. Le confinement n'arrange pas la situation, pour certains, notamment les couples. Un trio à risque et pas forcément non plus. Chaque couple, chaque être humain est différent. Donc toutes les problématiques que moi je vais rencontrer, vous ou une toute autre personne, vont être complètement différentes du fait de leur histoire, du fait de leur passif, de leur éducation, etc. Mais c'est vrai que le Covid-19 a mis en évidence vraiment des problématiques qui existaient au demeurant déjà au préalable, mais il a été un catalyseur pour le déclenchement vraiment de certaines frustrations, certaines situations, je veux dire, toxiques. Ces choses existaient déjà au préalable. C'est pas quelque chose qui est né avec le Covid. Certains couples, vous l'avez dit tout à l'heure, ils se sont séparés, ils avaient du mal à vivre ensemble, tout simplement parce que c'était latent, c'était une situation déjà existante. Mais le Covid a été un catalyseur dans le sens où il a mis en exergue vraiment toute cette situation problématique en réunissant tous les champs du possible vraiment dans un même endroit, dans une vie à huis clos, dans le confinement. Covid, confinement, c'est dur pour tout le monde, mais encore plus dur pour certains. Pourquoi ce stress ultime dans la vie de certains couples? Serait-ce le résultat des habitudes bouleversées ou plutôt d'une relation déjà fragile? Comment faire pour dévier ce mal et arriver à bon port? Un homme et une femme qui vivaient au quotidien dans leur activité professionnelle, le sport, les amis, etc., se sont retrouvés face à face. Ils se sont rendus compte qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Parce qu'ils avaient pour habitude de se voir le soir, de dîner, d'avoir une relation de couple normale. Et là, tout d'un coup, ils étaient confrontés à eux-mêmes, face à face, du matin au soir. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient différents. Mais la problématique n'est pas là. Mais en réalité,
le problème du Covid ou n'importe quelle maladie peut être réglé facilement lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on sait vivre en harmonie avec soi-même, en étant heureux, soi, pour rendre l'autre personne heureuse sans attendre quoi que ce soit. Confinement oblige, cohabitation prolongée, sorties limitées, enfants à éduquer. Cela engendre des frictions et du stress. C'est inéluctable, vivre ensemble jour et nuit risque de faire apparaître certains travers. Apprendre à être indulgent serait peut-être une bonne solution. Donc, lorsque je vais me retrouver confiné avec cette personne, à huis clos, je vais savoir m'adapter et trouver des astuces pour colorer ma journée, avoir mes activités, faire de la lecture, travailler. Tous les couples qui sont en confinement ne sont pas en état de crise. Ce sont des couples qui se connaissent aussi, qui ont fait un bilan, ils se sont permis ce moment momentané du confinement pour se réadapter, pour trouver des astuces, pour faire le bilan de leur vie et repartir sur d'autres rails, sur un autre chemin. Et d'autres, malheureusement, ça a été un catalyseur, ça a été vraiment le point de rupture, ce qui a mis un point final à leur relation. Alors l'idée d'avoir un cabinet comme celui-là, ça permet, dès les premiers symptômes, de venir régler vraiment toutes ces différences qui peuvent être liées vraiment à cette fracture. Vivre en temps de pandémie est une épreuve, savoir la gérer en est une autre. Le but, c'est de combattre la Covid et pas ses proches. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut combattre la Covid et non pas ses proches. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, par rapport à ce qui a été dans le reportage, en effet, ce qui s'est passé, la situation actuelle n'est pas forcément, elle, la cause de conflits dans le couple. Elle les a peut-être exacerbés, mais la situation précédente, déjà, si vous voulez, était le nid de conflits qui existaient. Dans le reportage aussi, on a vu que ça parlait de violence. Il y a une différence à faire entre le conflit de couple et la violence. Hein. C'est deux choses différentes. Le conflit, c'est quelque chose qui va se passer au sein du couple dans un échange par rapport à un désaccord ou quelque chose qui ne nous plaît pas dans la vie quotidienne, les enfants, etc. La violence, c'est autre chose. On passe à un autre grade, à un autre stade où le rapport dans le couple est complètement inversé. Il n'y a plus d'égalité, c'est plutôt le rapport dominant-dominé. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de conflits ? On peut parler de deux types de conflits. Hein. Vous pouvez trouver d'autres définitions, d'autres façons de classer les choses. Le conflit ponctuel, c'est-à-dire il y a un moment où il y a un sujet où le couple est en désaccord par rapport à un sujet ou un objet, et le conflit chronique. En fait, dans le conflit chronique, c'est quelque chose qui va aller crescendo. Ça va commencer par des disputes qui vont devenir de plus en plus fréquentes. La communication deviendra de moins en moins positive au sein du couple. Si vous voulez, dans le couple, chacun va camper sur sa position par rapport à telle ou telle problématique. Ça va faire du surplace. Ça va tourner en rond par rapport à telle problématique. Dans le couple aussi, le sentiment d'abandon va commencer à naître par rapport au partenaire. On commence ensuite, par la suite, à toucher, à attaquer la personne elle-même dans ce qu'elle est. On arrive ensuite par un désinvestissement et au final, le couple est mis en question. C'est-à-dire la structure du couple est remise en question. Ça, c'est dans le conflit chronique. Chronique, ça veut dire que ça va durer dans le temps, ça va se perpétuer. Et c'est le conflit chronique qui est le plus fréquent actuellement dans les couples. D'accord. Donc on peut classer en deux sortes de conflits. Le conflit qui vient ponctuellement et le conflit qui va durer longtemps. Un conflit qui peut arriver une fois de temps en temps, qui n'est pas... Mais un conflit, donc le conflit chronique, c'est qu'on garde toujours quelque chose, on en veut toujours à l'autre personne, mais on ne le déclare pas forcément et là on pique l'autre personne. On peut déclarer comme on peut ne pas déclarer. En fait, le conflit ponctuel est tout à fait naturel. Ça n'existe pas une relation de couple ou familiale ou amicale sans conflit. C'est ça. On devrait se poser des questions s'il n'y a pas du tout de conflit. Le conflit on est différent. Donc forcément, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. C'est quand ça devient chronique que ça peut poser problème en fait. Oui. Très bien. Et quelles sont les causes ? Alors, les causes. Alors, vous avez deux sortes de causes. Vous avez la partie visible de l'iceberg. Hein. Vous savez, dans tout, il y a la partie visible et la partie cachée des choses. Dans la partie visible de l'iceberg, les causes, si vous voulez, plus ou moins connues, enfin connues, pas plus ou moins connues, qui sont visibles, c'est d'abord les tâches ménagères. Oui. Alors, les tâches ménagères, c'est une première source de conflit. La deuxième cause, c'est l'argent.
dans le couple. La troisième, c'est l'éducation des enfants. Enfin, je dis troisième, c'est pas dans l'ordre, hein, forcément. Oui. C'est l'éducation des enfants. Ensuite, il y a la communication aussi, c'est-à-dire au sein du couple. Et l'intimité, la sexualité. On en parle, c'est pas tabou. On est tous nés d'un homme et une femme. C'est quelque chose qu'on pourrait évoquer. Donc ça, si vous voulez, c'est les causes évoquées et visibles du conflit de couple. Par contre, il y a les causes invisibles, la partie cachée de l'iceberg, ces causes sont responsables de conflits 6 fois sur 7, pour vous le dire. C'est-à-dire la plupart des conflits de couple sont dus à ces causes cachées. Ces causes cachées concernent, si vous voulez, la vie de chacun, de chaque partenaire, en fait. Quand je dis la vie, c'est la vie personnelle. Quand on est un couple, on est 2 adultes, mais on est 2 enfants aussi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est 2, oui, mais on est en fait 4. Il y a un enfant dedans nous. Quand je dis un enfant, c'est toute notre histoire. C'est-à-dire, quand on était petit, tout ce qu'on a pu emmagasiner, tout ce qu'on a pu enregistrer vient avec nous lorsqu'on est au sein d'un couple. Donc, toute notre expérience, tout ce que notre inconscient a pu enregistrer va se perpétuer dans la relation de couple. C'est-à-dire que ces causes cachées, ce sont des causes qui vont être en relation avec des blessures d'enfance, des traumatismes, peut-être du rejet, ça peut être, je ne sais pas, la situation du couple parental, ça peut être des abus, tout plein de choses qui ont été emmagasinées pendant l'enfance, qui vont, si vous voulez, ressurgir dans la relation de couple. Vous avez vu, dans certains couples, vous allez avoir une situation banale, hein. Par exemple, je ne sais pas, une femme demande à son mari de lui apporter un verre ou l'inverse, et vous allez avoir une réaction excessive. Oui. C'est quand vous voyez ces réactions excessives face à une demande très simple qu'il faudrait se poser la question si ça ne renvoie pas à quelque chose de plus ancien, de plus inconscient. Donc, retenir que les causes les plus importantes sont les causes cachées par rapport à ce qui existe dans le couple. D'accord, très bien. Et l'arrivée des enfants, est-ce qu'elle elle en rajoute une couche, on va dire, avec l'arrivée des enfants? Est-ce que ça accentue les conflits? En fait, accentuer, je n'utiliserai pas forcément ce terme. Un couple désire à un moment avoir des enfants. Ce n'est pas les enfants eux-mêmes, hein. C'est plutôt l'éducation des enfants qui peut poser problème. Parce qu'au départ, on a envie de faire des enfants. Et on ne pense pas à l'après. On veut avoir des enfants, mais on ne pense pas à leur éducation, comment que ça va se passer, à toute cette responsabilité qui nous tombe sur les épaules. Et c'est en le vivant qu'on se rend compte, je pense. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a envie d'avoir des enfants, on a un idéal, on a peut-être envie de leur transmettre, je ne sais pas moi, des valeurs, des choses comme ça. Enfin, une fois que l'enfant est là, le papa et la maman vont communiquer chacun d'une façon différente, hein. Vous allez peut-être avoir un qui est laxiste, l'autre qui est un peu plus dur. Chacun sa façon d'être, hein, c'est comme ça. En fonction de leur histoire de vie, les parents aussi. Hein. Et c'est là que le conflit peut se présenter par rapport à l'éducation des enfants. Et donc je ne dirais pas que ça accentue, je dirais que ça peut rajouter à des conflits préexistants dans le couple. Hein. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les différentes réactions au conflit ? Alors, les différentes réactions au conflit. Alors, quand il y a un conflit, je ne sais pas si vous avez constaté, Monia, que ce soit dans la famille ou dans le couple, quand on réagit au conflit, on va être un peu dans l'attaque, on va être un petit peu dans l'accusation. On est sur nos gardes. Tout à fait. C'est-à-dire quand on va dire quelque chose à quelqu'un, on va être plutôt dans quelque chose d'agressif, de négatif. Quand on nous attaque, quand on est agressif avec nous, tout de suite notre cerveau émotionnel, le limbique, va réagir. Hein. Ça va être warning, warning, alerte. Et ça va être les émotions qui vont s'exprimer pendant le couple. Ce n'est pas la raison qui va s'expliquer, c'est les émotions. Quand les émotions sont mises en jeu, là, le contrôle n'est pas évident. Hein. En fait, si vous voulez, c'est les entrailles qui vont réagir. Et on risque de rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, le triangle émotionnel de Karpman. En fait, c'est un triangle qui représente plusieurs positions de réaction. Vous avez 3 positions essentielles. C'est la victime, le bourreau et le sauveur. C'est-à-dire que dans le couple, on va passer de... ça se fait comme ça, c'est pas chacun son rôle. Passer de victime à bourreau à sauveur. Et ça tourne, hein. On peut le faire en l'espace d'1 heure, de 10 minutes. Donc on va être dans ces jeux de rôle. En 10 minutes, on peut être la victime, on va dire, et ensuite le bourreau, et ensuite le sauveur. C'est-à-dire on va tourner dans ce jeu émotionnel, ce triangle, parce que les émotions sont là. Et quand les émotions sont là, on va avoir, si vous voulez, par réflexe, 2 réactions. La première, c'est l'attaque. Donc, quand il dit attaque, ça va être la personne qui va être peut-être agressive, qui va être un peu dans la revendication, ou la fuite. La fuite,
c'est la personne qui va être un petit peu dans le retrait ou le silence. Il faut savoir que les deux réactions sont des réactions de protection. Hein. Il n'y a pas une meilleure réaction que l'autre, ce sont toutes les deux des réactions de protection. Une personne agressive, quand on a une personne agressive en face de nous, en fait, il faut se dire que derrière toute personne agressive, il y a une personne qui a été blessée aussi. Hein. Donc les réactions vont être, si vous voulez, différentes en apparence, mais au fond, ce sont des réactions de protection. D'accord, très bien. Et comment gérer les conflits, du coup? Comment gérer les conflits? Alors, comment gérer les conflits? Alors, il y a toute une panoplie de façons de faire. Moi, j'ai commencé un petit peu par, si vous voulez, l'histoire des causes profondes. Hein. Quand il y a un conflit, la première chose, en fait, c'est pour la prise de conscience, Mounia. Je vais commencer par ça, par rapport juste à la prise de conscience quand il y a un conflit. Hein. Quand il y a un conflit, il faut toujours se rappeler que nous sommes deux adultes, c'est vrai, mais nous sommes deux enfants. C'est-à-dire se rappeler l'enfant dans l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, se rappeler qu'il y a un enfant quand même dans mon partenaire, se rappeler que celui qui est en face de moi a peut-être dans son histoire de vie a été blessé, humilié, peut-être a été grondé, peut-être qu'il a été rejeté. Au moment où il y a un conflit, je dis bon, attends, stop, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai une personne. Deuxième chose à se rappeler, c'est qu'un couple, c'est un processus évolutif. Hein. Si vous voulez, on en parle, c'est des étapes dans le couple. Un couple commence, si vous voulez, par la plus belle étape, ce qu'on appelle le couple romantique, c'est le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre, on va choisir un partenaire en fonction de certains critères. Bon, chaque théorie va avancer quelque chose. La théorie biologique va avancer que l'homme va choisir une femme qui va perpétuer l'espèce et la femme va choisir un homme qui va être sécurisant, qui va assurer, entre guillemets. La théorie biologique va dire, la théorie plutôt sociologique va dire qu'on va choisir quelqu'un qui est comme nous, qui nous ressemble. La théorie psychanalytique va dire qu'on va choisir quelqu'un qui va répondre à notre persona. La persona, c'est, si vous voulez, le masque social qu'on va porter. C'est-à-dire qu'on va choisir quelqu'un qui fait chez Hamburnautna. C'est-à-dire, si vous voulez, quelqu'un qu'on peut présenter à la famille, aux amis. Et il y a une autre théorie, la quatrième, qui dit qu'on va choisir quelqu'un qui va soigner nos blessures. Quelqu'un qui va, si vous voulez, on pense que cette personne va penser nos blessures. Oui. C'est comme une sorte de parent idéal. Quand je dis parent idéal, attention, c'est dans le symbolique, c'est dans l'archétype. Hein, c'est pas un parent, le contraire de papa ou de maman, ça n'a rien à voir. Et ces 4 choix, en fait, se font par notre inconscient. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un, c'est notre inconscient qui va choisir en fonction de ça. Une fois que notre inconscient rencontre cette personne, c'est waouh! Si vous voulez, le coup de foudre. C'est le coup de foudre, c'est le feu d'artifice. On a l'impression qu'on peut tout combattre à deux et on est dans l'illusion du bonheur à deux. Alors je dis bien l'illusion du bonheur à deux. Pourquoi l'illusion? On va voir ça, parce qu'en fait, j'ai décortique bonheur, c'est bon-heure. Hein. Moi, j'écris bon-heure, E-U-R-T. Hein. Pourquoi illusion? Parce qu'en fait, tout ce qui nous a attirés dans l'autre, on va se rendre compte avec le temps que c'est pas ça. Cette période va durer 6 mois à 2 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans. Bon, après, c'est tout un débat. On passe ensuite à la deuxième phase où on rentre dans le couple conflictuel. Le couple conflictuel, c'est un couple qui s'est rendu compte avec le temps que, bon, mon mari ou ma femme n'est pas mon thérapeute, n'est pas forcément le sauveur, n'est pas forcément quelqu'un qui me ressemble, n'est pas forcément quelqu'un... C'est pas dans un sens négatif, hein, c'est-à-dire que c'est ça la vie, c'est la réalité, c'est les enfants, c'est tout ce qui arrive... On connaît encore mieux son partenaire, donc on se rend compte, on remarque un peu ses défauts qu'on regardait pas, enfin qu'on remarquait pas peut-être avant. Tout à fait, et puis nos hormones aussi faisant, ça va un petit peu changer. Donc on va rentrer dans une phase où on sera un petit peu, si vous voulez, contraints à faire des concessions, à accepter, avancer, reculer, c'est-à-dire essayer de mettre les choses sur une balance. Dans cette phase, il y a un risque pour le couple. Alors, il y a le risque qu'il y ait, si vous voulez, l'augmentation des conflits crescendo. C'est-à-dire que le couple va être un peu dans cette spirale de conflits, avec le risque de réaction de fuite. Quand je dis réaction de fuite, c'est-à-dire que c'est la séparation, c'est le divorce, c'est peut-être aussi les relations extra-conjugales ou carrément le désinvestissement par rapport au couple, à la vie de couple. La deuxième réaction possible, c'est que le couple, si vous voulez, se pose et décide de se prendre en main,
si vous voulez, te prendre en main en face à face, ou de discuter, ou de demander de l'aide à l'extérieur. Donc cette phase, beaucoup de couples sont dans cette phase, hein, il faut le savoir. On n'a pas tendance à essayer de sortir de cette phase parce qu'on ne la connaît pas, tout simplement. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une fatalité, on ne la connaît pas. On ne sait pas que nous sommes quelque part contraints de passer par là. La troisième phase, c'est la phase du couple conscient. Alors, le couple conscient, c'est un couple qui a compris que finalement, en fait, les conflits, ce n'est pas l'autre qui la cause, c'est mon histoire à moi qui est la cause. C'est son histoire. C'est difficile d'arriver à ce point-là, non? C'est une prise de conscience. Oui. C'est une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un couple qui se dit, OK, je réagis mal, ce n'est pas ma femme ou mon mari qui est la cause, c'est moi. C'est ma personnalité, c'est mon histoire de vie. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qui se passe et on essaie d'avancer ensemble. On essaie de trouver un terrain d'entente, de communiquer différemment. La quatrième phase, c'est la phase du couple, si vous voulez, créateur. Couple créateur, c'est au bout de quelques années. Hein. Au bout de combien d'années à peu près? On peut arriver rapidement. Hein. Si on se fait aider ou si on est conscient tous les deux, on peut arriver plus ou moins rapidement à cette phase. Le couple, si vous voulez, créateur, c'est un couple où les blessures, si vous voulez, ne sont pas toutes soignées, mais on s'en libère. On s'est libéré des blessures l'un vis-à-vis de l'autre. C'est un couple qui va être, si vous voulez, dans le respect, dans l'accompagnement, dans l'évolution de l'un et l'autre, dans la création. Quand je dis création, ça peut être les enfants, ça peut être des projets. Chacun va soutenir l'autre. Et parfois, dans cette phase, il y a comme une sorte de rebond, si vous voulez, de la première phase. C'est comme si que l'amour renaissait à cette phase. Différent. On retombe amoureux. On retombe voilà, en quelque sorte amoureux. Et la dernière phase, je pense qu'aucun couple n'est arrivé à cette phase, hein, qu'on appelle le couple divin. En fait, c'est un couple où ce n'est plus deux qui se complètent, mais ce sont deux êtres complets qui évoluent tous deux ensemble. Hein. Oui. Bon, ça, c'est vraiment l'idéal. Hein. Ça existe peut-être dans les archétypes ou l'imagination de tout le monde, en fait. Ça, c'est par rapport au couple. Donc, si on veut résoudre les conflits de couple, ça serait bien aussi de se rappeler qu'un couple, c'est un processus évolutif. Troisième chose à se rappeler, c'est ce qu'on appelle les langages de l'amour. Il faut savoir, que peut-être que mon partenaire m'aime, mais ne sait pas le dire. C'est pas parce qu'il ne me dit pas je t'aime qu'il ne m'aime pas. Tout à fait, voilà, tout à fait. En fait, on a tendance à attendre de l'autre qu'il nous dise je t'aime à notre façon. Hein. Il faut savoir qu'il y a différentes façons de dire je t'aime à quelqu'un. Il y a Gary Chapman qui en a parlé. En fait, il y a 5. Qui est Gary Chapman? Alors, c'est un psychologue-sociologue, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à les relations de couple, la différence homme-femme, entre guillemets, etc., qui parle un peu de tout ce qui fait la relation homme-femme. Alors, il y a 5 façons de dire je t'aime, il faut le savoir. Alors, la première façon, c'est les cadeaux. Oui. Quand je dis première, c'est pas dans l'ordre. Hein, c'est pas dans l'ordre, c'est l'une des 5. Voilà, c'est les cadeaux. La deuxième, c'est des moments de qualité. La troisième, c'est les moments de qualité, qui veut dire? C'est-à-dire qu'on va passer un moment ensemble où on va se sentir bien. Ça peut être un repas en tête-à-tête, ça peut regarder un film, un moment agréable, voilà. Regarder un film, ça peut être écouter de la musique, danser, voilà. C'est des moments de qualité. La troisième, c'est les services rendus. Le service rendu, ça va être un partenaire qui va faire plaisir à l'autre. Je sais pas, par exemple, je sais pas, faire le jardinage, faire la peinture à la maison. Laver la vaisselle. Entre autres, oui. C'est-à-dire, la personne pour vous montrer qu'elle vous aime, elle va faire un petit effort. Ce qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, elle pourra le faire pour vous aider. En fait, non, ce sont nos façons de dire je t'aime. D'accord. C'est pas quelque chose, on ne va pas se forcer. Hein. Chacun a sa façon de dire je t'aime. Hein. Donc, ce que je décris là, c'est quelque chose d'inné, de naturel. Hein. Donc, que ce soit que ça soit les cadeaux, ou que ce soit les moments agréables de qualité, ou que ce soit les services rendus, ou que ça soit aussi le toucher. Il y a des personnes qui, en touchant, vous disent qu'elles vous aiment, ou que ce soit les mots valorisants. La 5e façon, c'est les mots valorisants. C'est quelqu'un qui va dire tu es belle, ou tu es magnifique, mon mari, ou des choses comme ça. Donc, il y a 5 façons de dire je t'aime. Et ça peut poser problème parce que dans un couple, on ne le sait pas. On ne sait pas que l'autre est en train de nous dire qu'il nous aime à sa façon et nous, on attend. Et qu'ils nous le disent à notre façon. Mais tu ne me dis pas je t'aime. Mais alors que la personne en face est en train de faire des cadeaux, par exemple, ou est en train de rendre service. Voilà, ou de valoriser l'autre personne. Donc ça, c'est important de se rappeler dans un conflit de couple. 4e chose à se rappeler, ça concerne la communication.
Alors, quand on communique, déjà, quand il y a un conflit, toujours ramener la communication au problème, pas au couple. Pas au couple ou pas aux personnes qui composent le couple. Le problème, c'est la vaisselle. On revient à la vaisselle. C'est les enfants, on reste genre, mais si tu m'as dit, tu m'as fait hier, avant-hier, tu es... Non. Toujours ramener, si vous voulez, le conflit à... Enfin, je vais dire en arabe, je les archive. Je les archive, voilà. Hachi ou rachi, comme disent les anciens. Donc, ramener au problème. La deuxième façon, la deuxième chose importante dans la communication, c'est ce qu'on utilise. Il faut arrêter, je dis bien il faut, j'aime pas le il faut, mais cette fois-ci je le dis, il faut arrêter avec le tu. Parce que le tu accusateur. Le tu accusateur. Il est préférable d'utiliser le jeu du jeu. Je sens, j'ai l'impression. Quand tu fais ça, je me sens quelque chose. Mais le tu va être accusateur. Ça, c'est important. C'est une sorte de reproche qu'on est en train de faire à l'autre au lieu de se voir soi-même. Mounia, on va faire un test. Tu sais, et je dis... Oui. C'est un peu différent. C'est-à-dire, quand je dis le tu, vous allez sentir, tout de suite, vous allez être braqué. Alors que si j'utilise le jeu, vous m'écoutez. Vous êtes en train de laisser venir la communication. On est sur nos gardes quand on entend le tu, on attend l'accusation ou ce qui va arriver. Oui, c'est humain. C'est-à-dire c'est humain. Alors maintenant, la quatrième, on est à la quatrième, c'est ça, quatrième partie. Enfin, pour gérer les conflits, il y a un conflit qui arrive. Là, c'est pratique. C'est les aspects pratiques. Il y a un conflit, on arrête le conflit. On arrête d'abord le conflit, on prend un temps de pause, respirer. Et ensuite, une fois qu'on a pris ce temps de pause et que les émotions se sont calmées, parce que vous savez, si les émotions, si vous voulez, ce bouillon de réaction, ce n'est pas possible. On a tendance à dire des choses qu'on regrette tout de suite après. Tout à fait. Voilà. Donc, on prend un temps de pause. Après ce temps de pause, on va exprimer les émotions sous-jacentes. Les émotions par rapport à ce qui s'est passé, et on les exprime en utilisant le je. Je. Quand tu as fait ça, ou quand ça s'est passé comme ça, je me suis sentie comme ça, ou j'ai l'impression. Ensuite, après avoir exprimé les émotions, on va tout de suite prendre conscience à l'intérieur de soi que ce qui est arrivé pendant le conflit est d'origine plus profonde. Hein. C'est nous avec nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, l'origine, c'est peut-être des rêves non réalisés dans ma vision de la vie de couple, c'est peut-être mon histoire de vie, c'est-à-dire qu'on va un petit peu se poser, dire, bon, la vaisselle n'est pas faite, c'est pas la fin du monde. Les enfants n'ont pas été ramenés de l'école, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire on se ressent sur soi-même. Une fois qu'on a fait ça, on revient, si vous voulez, à la partie... Une fois qu'on a exprimé, qu'on s'est rendu compte que les émotions sont la cause de ce qui s'est passé, on va aller dans la communication. On va chercher une solution gagnant-gagnant. Quand je dis solution gagnant-gagnant, il n'y a pas de perdant dans un couple. On va trouver un compromis, si vous voulez. Encore le mot, j'aime pas, ça fait compromis. Gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, voilà, moi, ce que je vais faire pour toi, est-ce que tu es prêt à faire ça pour moi? Que chacun fasse des concessions, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne à faire des concessions. Qu'il n'y ait pas une seule personne à faire des concessions. C'est pour ça qu'on parle de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, c'est pas possible. Hein, ce n'est pas possible que dans une relation, que ce soit toujours le même qui prenne ou vice-versa. Et on finit, Mounia, par prendre soin de l'autre. Hein. Prendre soin de l'autre avec les 5 langages de l'amour, c'est-à-dire avec notre façon de faire ça. Rendre service, faire des compliments, passer des moments agréables, faire des cadeaux. Faire des câlins. Faire des câlins. Ou dire des mots gentils. Voilà. Alors, et si après tout ça, ça ne donne pas, il ne faut pas hésiter à consulter à titre individuel ou dans le cadre d'une thérapie de couple. D'accord, très bien. Alors, est-ce que, donc, d'après ce que j'ai compris, c'est avec le temps qu'il y a de moins en moins de conflits. C'est plus le couple dure dans le temps, moins il y a de conflits. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ou non? En fait, le temps donne plus de chance au couple. Hein. D'accord. Oui, le temps peut donner plus de chance au couple. Après, vous avez vu tout à l'heure, dans la phase de couple conflictuel, c'est une phase assez critique. C'est assez critique. Hein. C'est pas pour alerter ou dire attention, attention, non. C'est une phase très importante dans l'évolution de couple. Si on passe cette phase, c'est bon, allez, le couple est sauvé. Hein. Voilà. C'est souvent à partir de cette phase qu'il y a de plus en plus de divorces ou de séparations. Tout à fait. C'est la phase du couple conflictuel. C'est après les 2-3 ans de d'artifice. Voilà. Donc, pardonnez-moi, si par exemple, si les couples qui divorcent se faisaient suivre peut-être pendant cette phase, s'ils consultaient, il y aurait moins de divorces?
Je ne peux pas vous dire. Il est possible qu'à un moment où ce n'est pas possible, même si on a essayé de comprendre, même ce qui nous a attirés au départ était important pour nous, il se peut qu'à un moment ça ne soit plus important. Mais oui, si on se fait suivre, on donne plus de chance au couple, ça c'est clair, c'est évident. Mais je ne peux pas vous dire de façon sûre et certaine qu'il n'y a pas de prévisionnelle que non, il n'y aurait pas de divorce. Peut-être que ça améliorerait la relation de couple, oui. D'accord. Ça éviterait le divorce. Est-ce que l'entourage du couple peut aider le couple à gérer ces conflits? Alors, ça, c'est une bonne question. Comment il dit le proverbe? Quel proverbe? Alors, entre ce là où entre l'écorce et l'arbre, il ne faut pas mettre le doigt, quoi. Voilà. Oui. Alors, oui, l'entourage peut aider. Ça dépend comment cet entourage aide, Mounia. Alors, si l'entourage va prendre position par rapport à Oulid et Benti, oui. Il n'aidera pas. L'entourage n'aidera pas parce qu'il est dans une position où il va prendre un choix. L'entourage lui-même peut rentrer dans ce jeu émotionnel de Karpman, le triangle émotionnel de Karpman en fait. Hein. L'entourage peut rentrer dans ce rôle de bourreau, victime, sauveur. C'est-à-dire, ça dépend comment l'entourage va réagir par rapport au couple. Si l'entourage a cette capacité, si vous voulez, de se soustraire de la relation, de regarder objectivement ce qui se passe et d'intervenir, oui, c'est possible que l'entourage puisse aider. Par, je sais pas, par des conseils, par des métaphores ou par des rencontres où il fera, entre guillemets, l'arbitre. Mais attention, c'est très délicat. C'est-à-dire, c'est très délicat. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait que deux personnes se sont rencontrées, qu'est-ce qui les a attirées, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont voulu rester ensemble. On risque d'être très maladroit si on interfère dans une relation de couple. Donc, OK, on peut écouter. OK. Mais de préférence, garder ces conflits pour soi et essayer de les gérer à deux. De préférence, Mounia. Ou demander de l'aide autrement. Gardez-nous les petits le temps qu'on règle nos problèmes ou ce genre de choses. Tout à fait, voilà. Il est préférable que le couple règle ses problèmes tout seul. Nous sommes des êtres humains, on peut communiquer. Il faut se rappeler qu'on n'est pas des ennemis, qu'on a choisi d'être ensemble, c'est pour justement faire un bout de chemin. Donc il est possible de communiquer. Si c'est à une impasse, pourquoi pas aller demander de l'aide à un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, ce que vous voulez, les médecins du bien-être. Très bien. Alors, des conseils, pour finir, des conseils pour éviter les conflits. Alors, les conseils pour éviter les conflits, on va un petit peu reprendre les causes des conflits. Alors, le premier conseil que je donne quand il y a un conflit, c'est toujours voir dans celui qui est en face de nous l'enfant. Je vous assure, Mounia, c'est un exercice super agréable. Vous regardez celui qui est en face de vous, votre mari ou l'homme, sa femme, et se dire il y a un enfant dans mon mari ou ma femme. Première chose, premier réflexe, c'est de regarder l'enfant, de se rappeler qu'on a une histoire de vie en face de nous. Ensuite, une fois qu'on a passé cette partie, on peut aller sur tout ce qui est pratique. Hein. On va aller sur les causes pratiques, la partie visible de l'iceberg. Alors, la partie visible de l'iceberg, s'il y a un conflit par rapport aux tâches ménagères, c'est simple. On met la liste des tâches et on se dit qu'est-ce qui te plairait de faire. Ça peut être l'aspirateur, ça peut être, je ne sais pas moi, les courses, ça peut être les factures. Chacun va se répartir les tâches. Ne pas se braquer sur ah non, il ne veut pas faire la vaisselle ou elle ne veut pas faire ça. Ne pas se braquer. Gagnant-gagnant, on a dit. S'il y a une problématique d'argent, pourquoi pas mettre un budget pour le couple, pour les courses, pour ce qui concerne la vie de couple. Et ensuite, tout ce qui est en plus, ne pas se mêler de ce que dépense le mari ou la femme. Pour les enfants, entendez-vous, enfin, les couples doivent s'entendre plutôt sur les valeurs qu'ils veulent transmettre aux enfants. Quand je dis valeurs, je ne sais pas, ça peut être la liberté, ça peut être la famille, ça peut être la nation, ce que vous voulez. On s'entend sur ça, mais après, chacun a sa façon de faire. Et si la façon de faire de notre partenaire ne nous plaît pas avec les enfants, ne jamais le dire devant l'enfant. Ne jamais le dire devant l'enfant. Attendre un moment où le couple est tout seul pour discuter de cela. Maintenant, dans la communication, s'il y a un conflit lié à la communication, il faut savoir que les hommes, généralement, ont tendance à ne pas exprimer leurs émotions. C'est comme ça, c'est la testostérone, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Hein. Les hommes ne vont pas, si vous voulez, étaler leurs émotions, leurs ressentis. Pas très démonstratif, question sentiment. Tout à fait. Alors, cette histoire d'insister sur à quoi tu penses, qu'est-ce que tu ressens,
lâcher prise par rapport à ça, parce que l'homme peut se braquer par rapport à cela et ne plus du tout parler. Peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il n'a pas envie de s'épancher sur son ressenti. Inversons cette question, enfin remplaçons cette question par la discussion sur la journée, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, je ne sais pas, le film qu'on a vu hier, enfin, parler de la vie de tous les jours, parce que la vie est faite de petits événements aussi. Oui. Maintenant, sur la partie intimité ou sexualité, il faut trouver un équilibre. La vie de couple, c'est important, je vous ai dit, évitons ce genre de tabou, c'est important dans la vie de couple, ça peut être une source de problématiques sérieuses. Là, il faut trouver l'équilibre entre ce qu'attend l'un et l'autre, en discuter ouvertement. Ça, c'est par rapport, si vous voulez, aux causes visibles. Maintenant, les causes invisibles, le conseil que je pourrais donner, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui concerne votre vie, votre histoire de vie, votre enfance, qui est à l'origine de vos conflits de couple, oui, allez-y, faites-vous accompagner et demandez de l'aide. Parce qu'il faut savoir que ça peut changer une vie de couple, que ce soit une aide individuelle ou dans le couple lui-même, la thérapie de couple. Voilà. Oui. Et je finirai, Mounia, je ne sais pas si on a fini, s'il y a d'autres questions. Oui, exactement, c'est la dernière question, on finit justement. Voilà. La chose que j'aimerais dire, c'est que, enfin, il y a deux choses importantes. Il n'y a pas de vie de couple sans conflit. Il n'y a pas de vie sans conflit. Et la deuxième chose importante, c'est de se rappeler que l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on va vivre, que ce soit le couple, la famille ou toute la relation de travail, l'enfant est notre parent. Quand je dis l'enfant est notre parent, rappelons-nous que dedans nous, il y a ce petit bout de chou qui est toujours là et qui, lui, peut être parfois responsable de toutes choses qui nous arrivent dans notre vie d'adulte ou de couple. Très bien, c'était très intéressant. En tout cas, merci encore. Je rappelle, Dr Amel Lahraoui, vous êtes hypnothérapeute. Merci d'avoir débattu avec moi de ce sujet. Merci Mounia, je vous remercie. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. Place à la rubrique Conseils pratiques. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Dr Wahiba Menasser. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous tous, à tous les téléspectateurs qui suivent Canal Algérie. Merci pour l'invitation également. Très bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors, je vous souhaite Asmkas, bien sûr, parce qu'on est le 12 aujourd'hui. On a bien fait la fête hier. Chez nous, les fêtes se suivent et ne se ressemblent pas. Et qui dit fête, dit bien sûr plat copieux. Donc, cherchouha, barah et tout ça. Exactement. Donc, justement aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et comment bien manger sainement après avoir passé ces journées de fête avec ces plats copieux. Donc, pour parler de la nutrition, on doit d'abord diversifier quelques notions de base. Oui. Donc, il faut quand même faire la différence entre l'alimentation et la nutrition. Donc, quand même, quand on doit manger, pour avoir conscience de ce qu'on mange, après tout, comme on dit, on est ce qu'on mange. Oui. Voilà, donc il faut être conscient du plat qui est devant nous. Manger, c'est un moment de plaisir. Exactement. Donc, d'autant profiter avec des compositions saines dans le plat. Alors, l'alimentation, donc c'est la composition et les propriétés qui existent dans l'aliment. Et son impact sur le corps humain. Donc, tandis que la nutrition, donc c'est un process qui subit cet aliment dans le corps et quand même il a des effets qui peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être néfastes sur la santé de l'être humain. Alors, en nutrition, on fait très attention à trois choses qui sont très importantes. C'est la base de la nutrition et la quantité et la qualité de l'aliment. Et en plus, même à son état émotionnel. Auparavant, on disait qu'être en bonne santé, c'est de ne pas être malade. Mais maintenant, c'est plus maintenant. C'est un bien-être physique.
parfaitement, et un bien-être mental, et quand même dans un état émotionnel très important. Parce que souvent, quand on est un peu déprimé, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui se mettent à manger exactement des sucreries, du chocolat. On dit parce que le chocolat, ça remonte un peu le moral, donc on se met à en manger, et c'est pas toujours bon. Exactement, exactement. Donc il ne faut pas se priver de ces moments, surtout ces festivités, ces occasions qui soient liées à des coutumes ou des traditions ou même religieuses. Donc il faut en profiter. Donc les jours de fête, on se fait plaisir. On se fait plaisir. It's an open day. On peut faire aller, donc manger, mais ce n'est pas tout au long de l'année. Oui, voilà, mais en général, les plats traditionnels algériens en particulier, ils sont bien faits. Mais c'est cette modernisation qui s'est introduite dans nos plats. Par exemple, un plat de chouchoura qu'on a mangé hier, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas du tout de mal. C'est les à côté. C'est un repas bien équilibré, s'il est bien fait. Voilà, on a 3 choses à respecter. Le mode de cuisson, il faut choisir les ingrédients avec soin. Donc, il faut qu'il soit varié, donc dans des ustensiles quand même bien choisis. Il ne faut pas les cuire dans les autocuiseurs, la cocotte minute. Il ne faut pas détruire la nature de l'aliment. Il faut respecter la texture, la couleur, l'odeur de l'aliment. La chouchoura, c'est à base de céréales, après tout, donc, et des légumes. Et un apport protéique également. Donc tout ça, c'est bénéfique pour l'organisme. Mais il faut respecter quand même... les doses aussi. Les 3 soucis, exactement. Donc, le corps, il faut répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, un équilibre nutritionnel? Il faut répondre aux besoins du corps. Qui a un rapport avec l'activité, son activité. Ça veut dire que quelqu'un qui est sportif, il ne va pas manger comme quelqu'un qui est en sédentarité, il ne bouge pas, et il est dans le bureau, et il n'a pas une activité... On ne brûle pas les mêmes quantités de calories. Exactement, les mêmes quantités. En plus de ça, il faut quand même rééquilibrer. Même si on a fait des dégâts, il faut rééquilibrer, il faut détoxifier après avec des boissons quand même qui sont énergisantes, en même temps antioxydantes, en même temps c'est des détox. Du thé, par exemple, du thé vert avec la menthe. Sans excès. Sans excès, sans sucre. Sans sucre. Sans sucre. Sinon, on va faire... une petite cuillère de sucre. Peut-être de miel, Ah oui, voilà, du miel à la place. Peut-être de miel. Donc, il faut trouver une alternative qui est correcte. Donc, si on va introduire le sucre, on n'a rien fait. D'accord. Et comment, justement, après la soirée qu'on vient de passer avec Cherchoura, et souvent la soirée qu'il y a une latte, qu'il y a tout ce qui va avec. Donc... Non. La semaine qui suit, est-ce qu'on va se priver un peu ou pas? Non, pas se priver, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser parce que l'apport, il est très important. Nous, en diététique, en nutrition, on a l'espacement entre les repas, il est très important. On adopte le programme 4-4-12, c'est-à-dire au moins il faut espacer entre les repas au moins 4 heures. 4 heures entre les repas et on a les 12 heures de la nuit pour que l'organisme puisse décomposer l'apport qu'on lui a donné. Et puis, il va en profiter. Quand même, il y aurait une bonne digestion qui commence, je dis bien, avec une bonne mastication. J'ai toujours incité, j'ai toujours souligné sur la bonne mastication parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps à manger. On le fait vite. En parlant, c'est vrai, c'est bien de discuter avec une famille réunie et tout. C'est des moments de plaisir, mais quand même, il faut prendre un bon moment pour mastiquer parce qu'une bonne mastication, ça fait une bonne salivation et ça fait une bonne préparation à la digestion. Et boire de l'eau?
Non, pas en mangeant. C'est après le manger. Justement, avant, après, après le manger. pendant, Après le manger, il faut bien manger. Après, parce que s'il y a un apport de liquide dans Oui. souvent on débute avec une soupe ou là une shorba ou là. Donc il y a toujours du liquide. Il y a toujours du liquide. Donc il faut pas prendre du liquide pendant les repas. C'est après pour faciliter la digestion. Parce que prendre de l'eau, bon, enfin, c'est une approche, hein, ils disent, c'est un avis. On va liquéfier l'acide chlorhydrique de l'estomac, donc on va quand même diminuer la qualité de dégradation des aliments durant C'est pour ça qu'il faut laisser le process de dégradation des protéines au niveau de l'estomac se faire correctement. Surtout si le repas il est riche en protéines, en viande, parce que la viande c'est la seule qui prend beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 6 heures de temps pour se décomposer. Alors justement, est-ce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut éviter les viandes le soir, comme ça on pourra dormir mieux? Oui, parce que ça prend beaucoup de temps pour la digestion. Et puis la nuit en général, on est en position alitée, donc inerte, on n'est pas en activité, donc l'énergie du corps elle diminue, donc on va diminuer quand même le fonctionnement du métabolisme. Très bien. Et est-ce qu'on peut prendre aussi des tisanes pour mieux digérer? Après ça favorise, ça favorise les tisanes énormément, surtout quand c'est à base de grains, même la cannelle, le gingembre, le curcuma, tous ces produits sont très bénéfiques pour le corps et ça favorise quand même le bon fonctionnement métabolique et physiologique. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, auparavant, on parlait des maladies, mais maintenant, on ne parle plus de maladies. C'est ce qu'on appelle les syndromes métaboliques. Voilà. Donc, le déséquilibre du métabolisme, ça veut dire le process de dégradation de l'alimentation. C'est lui qui engendre les maladies. Comme les crises de côlon, par exemple, les crises de vésicule biliaire, tout ça. C'est ce genre de crise qu'on a forcément. Même le diabète, si on respecte pas les apports nutritionnels, c'est-à-dire qui répondent aux besoins seulement du corps. On abuser en excès, par exemple, la prise on a les macronutriments, qui sont 3, les lipides, les protéines et les carbohydrates, ça veut dire les glucides. L'apport en sucre pour l'énergie, les lipides et les carbohydrates, le sucre, c'est pour l'énergie du corps, et les protéines pour la construction et même la maintenance des cellules et même du corps en entier. Donc, c'est à l'ordre du milligramme, c'est-à-dire c'est des macronutriments, c'est-à-dire qu'il faut les trouver dans un plat, il faut les trouver quand on va prendre notre repas. Il faut toujours combiner entre ces 3 macronutriments afin qu'on puisse répondre aux besoins du corps. Voilà. Et en plus, on a les micronutriments qui sont les vitamines et les sels minéraux et les oligo-éléments. Donc, il faut les prendre en milligrammes, alors du milligramme, parce que c'est des clés. C'est des clés, ils favorisent le bon fonctionnement physiologique et métabolique de l'organisme. Donc, ils favorisent même l'absorption des macronutriments, comme le calcium, la vitamine. Bon, les vitamines, on a les vitamines qui sont solubles dans l'eau, hydrosolubles, comme la vitamine C et la vitamine B. On a les vitamines qui sont liposolubles, qui sont solubles dans les lipides. Donc, il faut les prendre avec de l'huile d'olive, avec les graines de laine et tout. Donc, qui m'a le A, le vitamine A, vitamine D, E, la vitamine K. Tout ça, il faut diversifier ces apports en nutriments. Un repas varié pour pouvoir avoir tout ça. Voilà, je vais venir sur ça. On a toujours tendance à confondre entre équilibré et varié. En général, parce qu'on doit manger varié, donc les gens ils vont abuser à prendre beaucoup de quantité. Parce que c'est varié, parce que c'est sain, parce que c'est... Un peu de tout. Tout, mais malgré que c'est sain, mais on doit respecter la quantité. D'accord. La quantité qui est en relative avec le besoin du corps. Il ne faut pas aller au-delà.
Parce que sinon, ça va se stocker dans le corps en forme de graisse. C'est-à-dire si on va entrer un apport glucidique très important, il ne va pas se dégager, le corps il ne sait pas le dégrader, donc, il va le stocker, le stocker en forme de triglycérides, en forme de lipides, et ça va encore être une source de maladie. Voilà, et ça va provoquer de l'obésité et tout. Et ça provoque quand même une source de maladie. Et ça fait le déséquilibre métabolique, et ça fait beaucoup de problèmes par la suite. Il aura du mal pour faire l'extrait. Exactement. Voilà. Même pour on doit prendre ce process, c'est-à-dire un bon décomposition de l'aliment et puis une bonne absorption qui est assurée par un bon fonctionnement métabolique, et une extraction qui doit se faire correctement. C'est-à-dire l'excès et les déchets doivent être éliminés correctement. Et bien sûr, du sport, et faire du sport un peu pour une activité il y a beaucoup physique. qui renforce l'état de santé. L'activité sportive, on n'a pas besoin de faire, parce que les gens, ils ont tendance à dire c'est difficile de faire du sport, on n'a pas le temps. Qu'une marche d'une demi-heure, une fois par jour, ça peut aider. Même sur place, on peut faire du sport, même sur des mouvements. Le sport, ça veut une activité physique. Oui. Ça ne veut pas dire aller dans une salle, exactement. Ou quoi que ce soit, voilà, parce qu'on a toujours dit à dire, surtout les femmes, ils disent on n'a pas le temps et tout. Vous parlez justement de sport et de femmes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Leïla Djibour pour la rubrique l'info de la semaine. On va nous parler de sport et comment choisir son sport. C'est très important de faire le ménage à la maison. C'est une activité physique importante. Donc voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore à vous. Alors, je rappelle, vous êtes docteur Wahiba Menasser, vous êtes nutritionniste. Merci encore. Merci à vous. Merci pour l'invitation également. Et tout de suite, nous passons à la rubrique l'info de la semaine. Alors, Leïla Djibour, bonsoir. C'est l'info de la semaine. Bonsoir Leïla Djibour. Bonsoir Mounia. Asgas. Et oui, c'est Yannaïr, donc voilà. Bonne année. Merci à vous aussi. Alors, on a parlé de plats, on a parlé de nutrition et tout ça, et maintenant on va parler bien sûr d'activité physique, et pas n'importe laquelle, celle qui correspond le mieux à votre personnalité, Mounia, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu le stress du bureau, le stress des enfants, le stress de la famille, le stress de la pandémie, on ne cesse de le répéter, et tous ces facteurs, ils vont avoir une influence néfaste sur le corps. Donc il ne va pas juste falloir choisir un sport ou une activité, mais quelque chose qui nous correspond vraiment. Chaque personne est différente, chacun sa personnalité, chacun sa vie. Tout à fait. Donc forcément, chacun son sport. Alors, il faut prendre bien sûr ses précautions pour certains sports, parce qu'il y a par exemple, pour les personnes nerveuses qui ont besoin de canaliser leur énergie, il va y avoir la boxe. Beaucoup de femmes se mettent à faire de la boxe, il faut le dire, il n'y a pas que les professionnels, mais il faut savoir que si on est débutant, il faut y aller doucement, et c'est un sport que les personnes nerveuses choisissent pour, c'est un défouloir quand on frappe avec quand on a le sac de sable devant nous. Exactement. Et qu'on se déchaîne dessus, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y en a d'autres qui vont choisir la danse, par exemple le ballet ou la zumba ou d'autres sports. C'est vrai que la danse va permettre de se concentrer, donc il va y avoir une concentration entre les mouvements et la musique, donc on a envie d'oublier le quotidien. Synchroniser avec la musique, tout doucement. Exactement. Je pense que c'est pour les personnes un peu plus calmes, plus posées. Calme et posé, voilà ce qui va leur permettre de s'échapper un peu, ne serait-ce qu'un instant. Moi, je regarde une série en ce moment et je vois qu'il y a des personnes, par exemple la princesse Diana, je vais prendre l'exemple, elle était très énervée dans son quotidien, et elle dansait. Elle dansait, d'ailleurs, si vous allez voir la série, vous allez voir qu'elle ne faisait que ça. Et ça a énervé plus d'un. Voilà, donc c'était un exemple. Il y a des sports qu'on peut pratiquer en ligne ou avec un professeur, avec un coach. Par exemple, le tai chi.
Alors c'est un art martial très ancestral et lui, il permet d'avoir une coordination entre la pression des mouvements et l'environnement. C'est très important d'être dans un environnement paisible, calme et serein pour stimuler un peu les résultats. Voilà, c'est vrai que par exemple pour le tai chi, on imagine, hein, tout est dans l'imagination, Mounia, on imagine avoir un sabre et faire des mouvements. Voilà, je fais ça, mais tout doucement et j'essaie de contrôler mon... Tout doucement et en contrôlant ces mouvements surtout pour ne pas se blesser. Et on a aussi le yoga. Beaucoup de personnes, c'est devenu la mode, hein, le yoga. Alors tout le monde fait du yoga. Par exemple, le yoga, c'est encore une fois en ligne. Si on ne connaît pas, donc on apprend doucement, doucement. Avec le confinement, il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont parce que ça les calmait. C'est un antistressant, donc ça a beaucoup de résultats. Par contre, il ne faut pas, pour les personnes qui ne supportent pas de rester dans un endroit trop longtemps, ça peut créer de l'angoisse. Donc c'est pour ça que je vous dis choisir son sport en fonction de sa personnalité. Il y a un autre facteur, il y a par exemple l'environnement. Les personnes qui sont très proches de la nature vont privilégier des sports à l'extérieur. Donc footing à Bouchaoui. Par exemple, voilà. Footing à Bouchaoui, ils vont vous dire, moi je ne supporte pas les salles de sport, donc je ne supporte pas d'être enfermé. Je préfère le sport, par exemple faire du vélo en plein air, faire de la marche, du footing, voilà. Il y a d'autres personnes qui aiment bien être stimulées par la dynamique de groupe, donc ils vont voir des gens en salle, ça va les motiver. Donc eux, par exemple, ils vont préférer des sports en collectif, ce qui est aussi, ce qui porte aussi ses fruits. Alors il faut dire qu'il y a donc l'environnement, l'atmosphère et surtout le ressenti. Très important, quand on se sent bien dans quelque chose, on doit le pratiquer. Et c'est un coach, c'est Lucille Woodward, qui a constaté cela. Donc le ressenti, l'environnement, voilà, ce sont les clés pour choisir son sport. Et puis, il faut dire que combiner toutes les activités pour multiplier les effets anti-stress. C'est ça le but, hein, c'est de ne plus stresser. Hein. C'est pour ça que les gens font du sport. Et pour ceux qui veulent perdre du poids, alors ce qui est déconseillé, c'est de chronométrer, d'être tout le temps en train de peser les choses. Je pense que c'est stressant, ça. Voilà, tout ce qui est... peser les quantités, faire tant de marches, faire tant de pas, comptabiliser, peser les choses, chronométrer les choses, ça stresse. Donc il faut mettre de côté tous ces appareils et se focaliser sur son bien-être, sur son ressenti. Et je pense qu'il peut y avoir des résultats. Voilà. Très bien. Ah bah super, très intéressant en tout cas. D'autres informations ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Faites du sport. Voilà, juste faites du sport et faites-le avec plaisir. C'est la clé de toutes les manières. Ah bah très bien. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Voilà, pour une nouvelle info de la semaine. Très bien. Merci Leïla. Et bon, je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine entre-temps. D'ici la semaine prochaine, lavez-vous les mains avec du savon. Je le dis à chaque semaine et je le dirai tant que la pandémie est encore là, tant que ce fichu virus ne nous lâche pas. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas de l'eau et du savon, du gel hydroalcoolique. Mettez vos masques et distanciation, 1,5 m entre chaque personne et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous aiment. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.